trouve qu'il y a eu de la douceur, beaucoup d'écoute et d'empathie mutuelle. Et après, ils vont jamais réussir à retrouver un moment où tout ira bien entre eux, en fait. Bonjour, je vous retrouve aujourd'hui pour vous parler du couple de Jonathan et Cynthia qui se sont rencontrés dans les capsules de Love is Blind France. Love is Blind, vous savez, c'est cette émission où des participants et participantes datent à l'aveugle sans se voir, puis se fiancent si ils accrochent bien l'un avec l'autre, et enfin se rencontrent, puis partent en voyage de noces, retournent à la vie réelle pendant quelques semaines et, un peu moins de 2 mois après leur rencontre, doivent décider s'ils se marient ou non. Aujourd'hui donc on revient sur l'histoire de Jonathan et Cynthia et je dois vous avouer que j'ai quand même un petit peu hésité avant de faire cette vidéo parce que je trouve que beaucoup d'encre a déjà coulé au sujet de Jonathan, au sujet de Cynthia, au sujet des disputes qu'ils ont pu avoir, au sujet des problématiques qu'ont l'un et l'autre qui sont assez différentes, au sujet du traitement médiatique qu'ils ont reçu aussi, et je me suis dit est-ce qu'il y a vraiment besoin que je vienne apporter mon petit grain de sel sur le sujet, mais j'ai quand même eu envie de le faire parce que je vais essayer justement de remettre un petit peu les choses dans leur contexte et de reprendre un petit peu tout au début de leur histoire. Pour ça, je vais commencer par rappeler les faits peut-être un peu froidement de leur histoire, de ce qu'on a vu de leur histoire en tout cas dans l'émission Love is Blind. Ensuite, je parlerai des thématiques principales de leur couple et de leurs disputes aussi. Je reviendrai aussi sur la réception publique de leur histoire. Et je finirai par une petite analyse critique pour conclure cet épisode. Je m'appelle Juliette et bienvenue sur ma chaîne Désillusions d'amour dans laquelle je m'intéresse aux relations amoureuses à la télévision. Si ce genre de contenu vous plaît, n'hésitez surtout pas à aimer cette vidéo et à vous abonner à ma chaîne. On commence donc avec leur histoire telle qu'on l'a vue racontée dans l'émission Love is Blind. Donc je fais tout de suite un petit disclaimer. À travers les images qu'on a vues dans l'émission Love is Blind, on ne connaît pas entièrement qui est Jonathan et entièrement qui est Cynthia, ni même, je pense, exactement quelle a été toute l'histoire de leur couple. Et c'est très bien comme ça. Ça serait flippant si on pouvait avoir accès à l'intégralité de l'intimité du comportement d'une personne juste à travers une émission de divertissement. Mais on a des images, on a une histoire aussi qui nous a été racontée, il y a des accents qui ont été mis sur certains aspects de leur histoire, il y a peut-être aussi des choses qui ont été passées sous silence, sûrement même. Je vous rappelle juste que je parle ici en ayant ça en tête, mais que je trouve leur histoire et surtout ce qu'elle a suscité chez le public intéressante et que c'est pour ça que je décide d'en parler aujourd'hui. Donc, dans leur histoire telle qu'elle nous a été racontée, on a vu dans les capsules Cynthia qui a commencé à discuter avec Jonathan et Jonathan avec Cynthia, de manière assez douce au début. C'était des discussions qui n'étaient pas des discussions où ils se disaient « Ah, mais on est vraiment exactement pareil ». Enfin, il n'y a pas eu d'évidence entre eux, mais je trouve qu'il y a eu de la douceur, beaucoup d'écoute et d'empathie mutuelle, et quelque chose qui s'est construit petit à petit jusqu'à ce que ça leur semble logique de se fiancer. Je pense que dans cette étape des capsules, il est important de rappeler que Cynthia avait aussi connecté avec un autre homme, Madi. Ils s'étaient beaucoup rapprochés sur la place que la religion avait dans leur vie. Donc ça avait une place très importante pour tous les deux. Et finalement, ils avaient arrêté de discuter et d'échanger parce que Madi avait réagi assez négativement à une conversation avec Cynthia dans laquelle elle lui expliquait ses limites en fait sur un sujet, c'est-à-dire le fait d'être en contact avec des amis pendant que tu es avec ton ou ta partenaire à des heures tardives. Pour elle, il y avait vraiment cette nécessité d'être la priorité de son partenaire et c'est un point que Madi ne partageait pas. Pour Madi, lui, certes, sa partenaire est importante, mais ses amis sont tout aussi importants. Suite à ça, Madi a décidé d'arrêter la relation. Je fais une petite parenthèse là-dessus parce que ça nous montre quand même déjà quelque chose de Cynthia. Ça nous montre qu'elle sait ce qu'elle veut et elle ne va pas transiger dessus. Et là, je ne suis pas en train de juger ce qu'elle voulait en soi, en fait, parce que je pense que les deux peuvent s'entendre. Pour moi, c'est pas parce que tu ne places pas ton partenaire en priorité que tu ne l'aimes pas. Il faut juste que les deux soient à équivalence sur ce sujet-là. Il faut quand même qu'il y ait un certain équilibre. Ça veut pas dire une symétrie parfaite, mais qui est un équilibre, que chacun soit satisfait de ce que l'autre lui donne aussi comme attention. Mais je pense qu'il y a beaucoup de couples où tu n'es pas la première priorité de ton partenaire, où ça peut fonctionner tant que c'est dans le respect, tant qu'il y a une communication et qu'il y a un accord là-dessus.
Donc voilà, tout ça pour dire que je ne discute pas du fond, mais de la forme. La forme est que Cynthia sait ce qu'elle veut, elle l'exprime, et si la personne en face n'est pas d'accord, elle va pas changer d'avis. Elle a pas dit à Maddy, non mais écoute, tu sais quoi, t'as raison, on verra, oui c'est vrai, je suis peut-être un peu dure, mais je peux m'assouplir. Elle a pas du tout essayé de faire ça, elle a montré qui elle était, et Maddy n'a pas accroché. Du coup, finalement, elle ne discutait plus qu'avec Jonathan, et les choses se sont faites, ils ont parlé de leur histoire, ils ont parlé de leur famille. Cynthia a une histoire assez difficile, une histoire de vie assez difficile qui, je pense, a beaucoup touché Jonathan. Jonathan, lui, a aussi montré, je pense, des parts de lui assez sensibles qui ont dû toucher Cynthia. Et je pense qu'au moment où ils se sont fiancés, ils avaient vraiment, peut-être naïvement, mais sincèrement, cette croyance que cela pouvait fonctionner entre eux. Vient ensuite le moment de la rencontre où à ce moment-là, on se rend compte qu'il y a une différence de taille de 4 cm. Donc Cynthia fait 4 cm de plus que Jonathan, ce qui est quand même extrêmement peu, mais qui va faire vraiment avoir des répercussions d'une ampleur assez extraordinaire, et en même temps, je pense, tout à fait ordinaire et représentative en tout cas de notre société. Cynthia dit que pour elle, ça aurait pu être rédhibitoire, mais que finalement, maintenant qu'elle connaît Jonathan, ça ne l'est pas, et elle passe au-delà de ça, puisqu'elle sait qui il est, elle voit son charisme, elle voit qui il est, et ça ne l'embête pas. Mais en fait, ce que Cynthia nous dit, et qui est assez intéressant aussi, c'est que pour elle, ça peut être un problème, parce qu'elle ne veut pas porter la gêne de son partenaire d'être plus petit qu'elle. Et Jonathan, je pense, dans cette bulle qu'ils ont créée dans les capsules, lui dit « ça ne sera pas un souci, ne t'inquiète pas, tu es magnifique, tu es extrêmement belle, et ça ne sera pas un souci ». Vient ensuite la lune de miel. Et dans la lune de miel, on se rend compte que si c'est un souci, et il y a cette fameuse scène où Jonathan supplie Cynthia de ne pas mettre de chaussures à talons, et où Cynthia ne comprend pas parce que juste avant, Jonathan lui a dit fais ce que tu veux, la taille n'est pas un problème pour moi, mais en fait on se rend compte que si, ça en est un pour lui, et c'est surtout le regard des autres qui lui fait très peur. Ça va créer vraiment cette dispute, j'en reparlerai un petit peu plus tard dans la vidéo, ça va venir vraiment créer un début de conflit entre eux qui ne va finalement jamais se résorber, puisqu'ils arrivent à, on va dire, à sauver la face avec ce conflit-là, mais après, ils vont jamais réussir à retrouver un moment où tout ira bien entre eux. En fait, à chaque discussion, chacun est sur ses gardes. Cynthia est assez distante, elle explique que son mécanisme de défense, c'est vraiment la froideur, et là, on le ressent. Jonathan, lui, ne comprend pas ce comportement, l'interprète très mal, il a l'impression d'être infantilisé. Ça devient extrêmement tendu entre deux, chaque interaction est source de conflit, source de reproches mutuels, et ça finit d'une manière chaotique puisque Jonathan dit quand même que Cynthia est la femme la plus méchante qu'il a rencontrée dans sa vie, qu'elle est très infantilisante et très froide, là où Cynthia va reprocher à Jonathan d'être complètement dépendant affectif. Tout ça pour finalement une fois retournée à Paris, lorsqu'il y a la soirée où tous se retrouvent, Cynthia revient vers Jonathan avec une robe extrêmement sexy, et elle vient clairement, ouvertement le séduire pour pouvoir peut-être reprendre quelque chose. Et là, on se dit que cette histoire nous a un petit peu échappé quand même d'une certaine manière, parce qu'avec tout ce qu'on a vu, on a du mal à comprendre pourquoi Cynthia cherche à revenir. On n'aura pas d'autres nouvelles d'eux, en tout cas jusqu'au retrouvailles, où je pense qu'on aura peut-être certaines réponses. Je crains malheureusement qu'on ait surtout d'autres conflits. En tout cas, il n'y a pas eu de mariage, l'amour n'a été absolument pas aveugle pour eux, et je dirais même que sans cette expérience, ils ne se seraient jamais rencontrés, puisqu'ils auraient vite vu que la différence de taille était un peu bloquante pour l'un comme pour l'autre, et ils ne se seraient jamais fait autant de mal. Donc, pas merci, Love is Blind. Alors, qu'est-ce que ce couple nous aura appris, on va dire, comme leçon, ou en tout cas de quoi ce couple nous aura parlé entre les lignes ? Premièrement, de la taille et de l'importance que peut prendre la taille dans un couple, et surtout la différence de taille quand l'homme est un peu plus petit que la femme, et ça, déjà, c'est très culturel, donc c'est vraiment, il y a des pays où ça n'est absolument pas un sujet, voire ça peut même être recherché d'avoir une partenaire qui est plus grande et plus imposante. Là, on voit qu'en France, c'est très compliqué, autant pour Jonathan que pour Cynthia, elle dit « moi, je ne veux plus de partenaire plus petit que moi, parce que
je sais la réaction qu'ils vont avoir. Donc c'est que c'est vraiment pas un cas isolé à Jonathan, mais que c'est extrêmement courant. Donc la taille a été un réel sujet. Et encore une fois, ça a été un sujet alors qu'on parle de 4 cm de différence. On parle pas de 20 cm, et encore on pourrait se dire, même si c'était 20 cm, ça reste que quelques centimètres finalement. Cette question de la taille nous montre à quel point les normes sociales sont dictatrices en fait et directrices dans nos relations et dans nos choix de partenaires. Et ça montre aussi, on va dire, les complexes masculins, la fragilité de la virilité finalement. Et d'ailleurs, à ce sujet et au sujet de toute cette dispute autour des talons, je vous renvoie vers une très bonne vidéo de Julie Dachaise qu'elle a fait sur ses réseaux sociaux et que je vous conseille fortement de voir parce qu'elle la décrit et elle l'analyse extrêmement finement. Ensuite, cette relation nous parle aussi de communication défaillante. Ça, on le perçoit assez rapidement. Je vais mettre à part cette dispute des talons parce qu'elle a cristallisé beaucoup d'autres sujets et c'était pas que la communication le problème, même si ça l'était aussi. Mais si on prend leurs autres discussions, notamment celle sur les ex, où Cynthia lui dit « Est-ce que tu restes en contact avec tes ex ?» où Jonathan repose une question, puis ils se font un échange où personne se comprend, où chacun essaye d'arriver à ses fins, mais sans vraiment prendre en compte l'autre, et elle est horrible cette conversation. Ça nous pose la question de comment est-ce qu'on écoute l'autre, est-ce qu'on arrive à vraiment écouter ce qu'il cherche à nous demander. Par exemple, dans cette conversation-là, est-ce que Jonathan avait compris que Cynthia voulait une réponse simple et directe pour passer au sujet d'après ? Est-ce que elle avait compris que lui essayait d'avoir plus d'informations parce qu'il ne voulait pas la froisser? On peut se demander sur comment est-ce qu'il s'écoute, comment aussi le fait de ne pas s'écouter, réellement, ça peut provoquer d'énormes malentendus. Cette relation nous a aussi parlé de mécanismes de défense, donc Cynthia, elle l'a elle-même verbalisé pour elle que son mécanisme de défense, ça va être la froideur, le fait de se refermer un petit peu et d'être très directive avec la personne en face d'elle. On l'a très vite ressenti puisque à chaque proposition de Jonathan de mettre un peu de joie dans leur quotidien, elle était très vite cassante. Est-ce que c'est qu'un mécanisme de défense ou pas ? Je ne sais pas, mais étant donné la conversation des chaussures, on peut s'imaginer qu'elle était déjà, en effet, dans une situation de mécanisme de défense. Jonathan, je pense que lui, son mécanisme de défense, c'est clairement d'essayer d'abord de dédramatiser, de faire des blagues, ce qui irrite au plus haut point Cynthia. Je pense que pour Jonathan, le mécanisme de défense, ça va être l'attaque personnelle, et ça, je trouve ça très très dommage. On l'a vu quand il a dit, quand il disait à ses amis, enfin aux autres garçons sur la plage, oui, elle est hyper agressive, vous savez pas ce qu'elle me fait hors caméra, etc. Pour moi, ça relevait de l'attaque personnelle quand même, parce qu'il a essayé de dévaloriser la personnalité de Cynthia pour que les autres aient de l'empathie pour lui. Quand il dit aussi à la fin de leur dernière dispute, c'est la femme la plus méchante que j'ai jamais rencontrée, pareil, pour moi, c'est vraiment une attaque personnelle en fait. Quand il se sent pas bien dans une conversation, pas bien dans une relation, il s'en prend à quelqu'un. C'est un mécanisme de défense, mais c'est aussi très problématique parce que il dit des choses qui sont irrespectueuses. Et moi, ça, c'est vraiment une chose sur laquelle j'attendrai Jonathan retrouvailles, qu'il puisse s'excuser auprès de Cynthia par rapport à ces termes-là qu'il a dit qui étaient pour moi de trop. Ensuite, pour moi, ce couple nous pose aussi la question de la limite entre la maladresse et la manipulation. Je pense bien sûr à cette fameuse scène où Jonathan renverse un peu la situation en disant « Oui, je t'ai fait un test, t'as raté le test, ça prouve que je compte pas pour toi. » Non, ça c'est du gaslighting. Est-ce qu'il le fait pour nuire à la personne en face de lui ou est-ce qu'il le fait juste parce qu'il est incapable de gérer ses émotions et parce qu'il a beaucoup trop d'insécurité et notamment par rapport à sa virilité, à sa taille et d'être face à une femme comme Cynthia? C'est difficile à dire parce qu'on l'a vu quand même sur des très petites scènes. Je pense que pour voir si quelqu'un est vraiment dans une mécanique d'emprise de manipulation d'un autre, il faut qu'on le voit sur une plus longue période que les courts extraits qu'on a eu d'eux. Donc pour moi, je veux bien qu'on pointe le gaslighting dans cette scène-là, mais j'ai pas forcément envie qu'on extrapole sur Jonathan est quelqu'un de toujours problématique, de toujours manipulateur, etc. Je pense qu'il faut quand même remettre les choses dans leur contexte. J'en profite pour dire que, parce que les accusations de manipulation, les deux en ont eu, et Cynthia et Jonathan. Je voudrais rappeler que les conditions de tournage de Love is Blind sont
extrêmement particulière. Ils sont vraiment coupés du monde, en tout cas dans cette partie-là. Dans cette partie des capsules et de la lune de miel, ils sont isolés du monde. Ils sont encadrés par une équipe de production qui vient parfois aussi un peu les recoacher, les remotiver avec certaines phrases qui peuvent renforcer leur position sur tel ou tel jugement qu'ils ont eu. Ils sont aussi dans un rythme très très intense de tournage finalement, où ils ont peu de temps pour eux, pour sortir de cette bulle, pour prendre du recul sur la situation. Ils peuvent pas forcément faire appel non plus à leurs personnes ressources qui les aident dans ces situations-là dans la vie réelle, et forcément ça peut pousser plus facilement à avoir des comportements qu'ils n'auraient pas en dehors de ce cadre-là. Je ne dis pas ça pour excuser. Je dis juste ça pour reposer le contexte et peut-être essayer de faire un pas de côté et de mieux comprendre toute la situation. Donc voilà, je pense que en effet dans la scène des chaussures, on ne peut pas ne pas dire, ou on ne peut pas ne pas dire que Jonathan ne fait pas de gaslighting à ce moment-là, mais je pense qu'il faut aussi dézoomer un peu et se dire ok, il y a eu cette scène-là, mais faisons un pas en arrière et regardons tout le contexte dans lequel cette scène s'est produite. Je continue avec la réception publique et tous les discours qu'il y a eu autour de ce couple. Et Dieu sait qu'il y en a eu beaucoup. Alors déjà, je dois dire que tous les deux ont eu des retours extrêmement difficiles et négatifs. Tout d'abord, il y a eu des réactions très dures contre Jonathan, notamment après cette scène des chaussures qui avait eu lieu à la fin des premiers épisodes diffusés. Et donc là, il a eu beaucoup de retours négatifs. Je vais dire que c'était d'une certaine manière justifié. Enfin, ce qu'il faisait dans cette scène était problématique. Après, certains retours ont dépassé, on va dire, l'entendable, parce que ça fait pas forcément avancer le débat d'être juste méprisant et dénigrant envers un candidat de télé-réalité, là où des analyses comme celle que je vous ai partagée un peu plus haut de Julie Dachez peuvent nous dire, dépassent en fait la personnalité de Jonathan et nous permettent de comprendre certains mécanismes sociaux en fait à travers un exemple vraiment, on va dire, illustré, presque sur mesure. Mais donc, il a été accusé de manipulation, de gaslighting. Alors ça, bon, j'en ai parlé juste avant. Je pense que sur certaines scènes, on peut pointer un comportement problématique. De là à le généraliser à toute sa personnalité, je pense qu'il faut vraiment faire attention et prendre des pincettes. Il paraît qu'il y a eu aussi des retours de ses ex qui auraient parlé, etc. Bon, j'ai pas creusé plus que ça, mais ça, pareil, j'attends peut-être que quelqu'un fasse le taf, un journaliste ou une journaliste fasse le taf de fouiller un petit peu plus et de sortir quelque chose de concret. Tant que c'est des rumeurs, il faut quand même faire attention. Je dis pas qu'il y a rien derrière, je dis pas que c'est des personnes qui cherchent la fame, pas du tout, mais il faut quand même être précautionneux avec ce type d'informations. Ensuite, la semaine d'après, c'est Cynthia qui a eu son lot de reproches, de critiques, et notamment on l'a jugée extrêmement dure, extrêmement froide. Elle a été accusée de sorcière aussi parce il paraîtrait qu'elle aurait fait de la sorcellerie sur ses ex. Encore une fois, bon, tant que moi j'ai pas l'enquête style Mediapart qui me raconte tout par A plus B, le mal qu'elle a pu causer à ses ex, je le vois passer, mais je n'y arrête pas forcément plus de temps que ça. Surtout que je trouve, étant donné qu'elle a expliqué son histoire, qu'elle a expliqué que pour elle c'était un mécanisme de défense, je trouve ça peut-être difficile de l'accuser vraiment frontalement d'être une personnalité manipulatrice. Quelqu'un m'avait dit d'ailleurs, l'un de vous en commentaire, que pour elle c'était vraiment une femme extrêmement manipulatrice. Encore une fois, je comprends qu'il y ait certains traits, certains passages, certains comportements qu'elle ait eu qui aient pu vous y faire penser, mais attention parce qu'on a vu quand même très peu. On a eu aussi les retours de Jonathan qui ont pu nous induire en erreur parce que lui, il a vraiment ressenti les choses de manière extrêmement puissante. Ça, je l'ai pas dit, mais vraiment pour moi, Jonathan, c'est quelqu'un qui va ressentir les choses de manière extrêmement forte et va avoir tendance peut-être à dramatiser, même si ça, c'est vraiment un jugement de ma part, mais à peut-être, on va dire, forcer le trait de certaines situations, à s'emporter très vite. Et du coup, ça va nous donner une vision peut-être un petit peu biaisée aussi de ce qui s'est réellement passé entre eux, notamment quand les caméras étaient éteintes. Je dirais, je comprends qu'il y ait certains aspects des réactions qui peuvent vous mettre la puce à l'oreille, vous dire ça me rappelle quelqu'un qui était aussi manipulateur ou manipulatrice, mais quand même attention à ne pas généraliser trop vite, surtout que là on les a assez peu vus. Moi j'aurais aimé qu'on voit leurs proches, mais bon, ils s'étaient déjà séparés avant et franchement tant mieux pour eux. J'aurais peut-être aimé qu'on voit leurs proches pour que ça nous donne d'autres clés de lecture de leur comportement, on l'a pas eu. J'aurais aimé qu'on les voit aussi peut-être un peu plus dans la vie quotidienne. Heureusement, ils sont pas arrivés jusque-là parce que c'était déjà explosif, c'était très bien pour eux deux que ça s'arrête. Mais je me dis, on a eu quand même assez peu d'éléments sur qui ils sont, et surtout c'était des éléments particuliers pour en arriver à de telles conclusions.
Je voudrais revenir aussi sur la scène de leur rencontre, où beaucoup de personnes sur TikTok se sont filmées en train de les voir se rencontrer et elles étaient ouvertement en train de se moquer de la différence de taille. Et je voudrais dire que ça va pas. Ce genre de réaction, ça ne va pas. Je comprends que franchement, si c'était sans se filmer, si vous avez envie de rire, riez. Mais pourquoi se filmer et le mettre sur les réseaux sociaux ? Pour moi, ça vient juste en fait valider d'une certaine manière les craintes qu'avait Jonathan, parce que en effet, il va y avoir une réception négative du public. C'est juste ça. Et c'est insultant, méprisant, et je vois pas l'intérêt en fait. Ça fait avancer quel débat ? Ça nous amène quoi ? Je ne sais pas. Donc ça, c'est quelque chose qui m'a vraiment, vraiment peiné et gêné et déplu. Et encore une fois, quand on réagit, je distingue le fait de réagir à une scène précise et à réagir à une personnalité. Parce que, rappelez-vous qu'il y a beaucoup d'images sur ce couple, certaines ont été choisies pour nous raconter une histoire sur eux. Il faut vraiment toujours garder ça à l'esprit. Et j'espère notamment qu'aux retrouvailles, on arrivera peut-être à percevoir autrement leur dynamique, à mieux comprendre un petit peu ce qui s'est joué entre eux. Je voudrais conclure avec une analyse peut-être un peu critique de ce couple, en tout cas de ce qu'ils nous ont appris. Déjà, en fait, il y a eu tous les conflits, mais je voudrais en revenir aux deux personnes qu'ils étaient et à leur couple. Est-ce qu'ils étaient faits pour être ensemble, faits pour vivre une histoire ? Est-ce qu'ils étaient compatibles tout simplement ? Déjà, je pense que la réponse est non, complètement non, parce que cette expérience Love is Blind est quand même pas forcément adaptée pour trouver l'amour, on le sait maintenant. Et en fait, une fois qu'on enlevait le fait de se livrer à cœur ouvert et de partager des moments marquants de sa vie, finalement, ils n'avaient pas tant de choses en commun que ça, il n'y avait pas grand-chose où ils pouvaient se raccrocher dans la relation. En plus, ils ont eu ces difficultés de communication, mais à quoi bon dépasser ces difficultés de communication si, en plus, tu n'as pas une base solide sur laquelle te raccrocher. Donc je pense vraiment que c'était un couple qui était voué à l'échec. Peut-être que leur séparation aurait pu être un petit peu plus douce s'ils n'avaient pas eu ces soucis de communication. Après, est-ce qu'on peut parler juste d'une incompatibilité ou est-ce qu'il y a aussi de la toxicité de l'un ou de l'autre ou des deux qui entrent en jeu ? Ça, c'est difficile à dire. Je pense que forcément, cette histoire de taille a beaucoup joué et ça, c'est ancré dans un contexte social et culturel qu'on ne peut pas nier. Après, est-ce que sans ça, il n'y aurait pas eu quand même des conflits ? Je pense que si. Je pense que vraiment, foncièrement, c'était deux personnes qui n'étaient pas faites pour être ensemble, en fait, tout simplement. Et c'est dommage qu'ils n'aient pas réussi à peut-être se le dire autrement. Enfin, ce couple nous apprend quand même beaucoup sur à quel point des insécurités personnelles, qui sont souvent induites et construites par des normes sociales aussi, là je parle de la taille, de la différence de taille entre un homme et sa partenaire, ces insécurités viennent complètement saboter la relation. Et je pense que ça, c'est quelque chose qui est extrêmement fréquent et ce qui était plutôt, on va dire, positif dans cette histoire, c'est à quel point on a pu le voir, à quel point en fait ça a été presque décortiqué. Et ça, je trouve que c'est quand même quelque chose d'intéressant. J'espère que quand Cynthia et Jonathan, chacun de leur côté, auront fait une thérapie pour avancer, ils pourront se dire, tiens, peut-être que notre histoire, nos insécurités ont résonné en l'autre. Parce qu'il y a l'insécurité de la taille de Jonathan, mais je pense qu'on peut revenir aussi sur les insécurités de Cynthia, qui étaient peut-être plus par rapport aux relations des ex, à la place que les ex ou les amies femmes pouvaient avoir dans la vie de son partenaire. C'était un sujet avec Maddy, c'était un sujet avec Jonathan. Je pense qu'il y avait peut-être des insécurités aussi là qui ont créé des conflits avec les deux personnes avec qui elle a discuté dans cette émission. Voilà, cette vidéo est terminée et n'hésitez pas à me partager votre avis en commentaire. Dites-moi si vous pensez que peut-être les réactions ont été trop fortes par rapport à ce qui s'est passé dans ce couple, même si on peut bien sûr s'attendre à ça dans une émission, quand on participe à une émission comme Love is Blind, et qu'est-ce que vous attendriez, vous, qu'ils se disent lors de ces retrouvailles. En tout cas, je vous dis à très bientôt. On se retrouvera pour un prochain épisode pour analyser et parler du couple de Yannick et Tatiana.